Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'accueille Nadège Gorek, une femme extraordinaire, rescapée de la maladie de Crohn. Entre une carrière dynamique, une vie de famille intense et des crises de santé débilitantes, Nadège a affronté l'adversité avec une résilience incroyable. Elle va nous partager son parcours, des premiers symptômes au moment critique, explorant comment elle a trouvé la force de reprendre le contrôle de sa vie. Restez avec nous pour une histoire de résilience, d'auto-guérison émotionnelle et de renaissance. Nadège, bienvenue dans Les Résilientes. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Merci Caroline de m'avoir invitée. C'est avec plaisir que je partage mon histoire. Merci d'être là avec moi parce que tu es vraiment une survivante, on va dire, une rescapée de la maladie de Crohn. Avant que nous plongions dans ton parcours avec la maladie, peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour que les personnes qui nous écoutent puissent apprendre un peu plus à te connaître? Oui, alors je vais surtout parler de ma vie actuelle, hein. Donc je suis Nadège, j'ai 47 ans. Je suis maman de quatre enfants, dont trois assez grands et plutôt indépendants. Et je dirige aussi l'entreprise donc, qui s'appelle Richesse Humaine, qui est un collectif d'experts indépendants, donc qui regroupe des coachs professionnels, des formateurs, des consultants RH. Et donc, c'est une société à mission. Et on est tous en fait réunis autour d'un même objectif, c'est-à-dire de contribuer à l'épanouissement de chacun pour le bien-être collectif. Donc, il y a vraiment cette dimension bien-être au travail et épanouissement professionnel, aussi bien pour les dirigeants, les managers que les collaborateurs. Voilà, arrêter d'opposer les uns et les autres, mais au contraire de faire ensemble. Voilà, et j'habite à La Rochelle. Merci pour ta présentation. Alors, tu sais, j'ai découvert ton histoire à travers un article du magazine Alternative Bien-être où tu partageais ton expérience de guérison de la maladie de Crohn, hein, une condition qui est souvent considérée comme incurable par le corps allopathique. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire, nous expliquer comment la maladie s'est manifestée dans ta vie? À quel moment? Alors, j'ai eu un diagnostic qui a été posé, donc on est en 2024, un diagnostic clair qui a été posé en 2017, 2016 ou 2017. Donc, je crois que c'était, oui, l'année de mes 40 ans à peu près, donc ça doit être ça. Tout en sachant que j'avais déjà eu avant plusieurs fois quand même de gros problèmes au niveau digestif qu'on assimilait toujours à des crises de stress, j'en fais trop, je me pose trop de questions, etc., etc. Et même depuis petite, mais bon, il y avait une espèce de tradition familiale, on va dire, entre la mère et la grand-mère, qui faisait que bah, si tu avais mal au ventre, ça voulait dire que tu étais stressé, que tu te prenais trop la tête, que tu étais trop dans tes émotions. Et donc, c'était pas grave. Voilà, bon, après, il y a eu quand même des épisodes qui étaient plutôt alarmants, mais qui s'assimilaient vraiment beaucoup à des gastro. Euh, enfin, en tout cas, c'était toujours le diagnostic qui était posé. Et en même temps, c'était très sporadique, c'est-à-dire que je pouvais très bien ne rien avoir pendant plusieurs mois, voire 2, 3 ans. Et puis, hop, d'un coup, alors souvent, hein, ça venait quand même concomitamment à une grande fatigue, justement physique ou émotionnelle ou psychologique, à des changements de vie. Mais voilà, j'ai eu de mon adolescence jusqu'à mes 35, 36 ans, une vie tout à fait normale, juste ponctuée de quelques petites crises que j'assimilais vraiment à du stress et à un rythme de vie trop intense. Et puis après, bah, ça s'est quand même aggravé, donc à peu près vers 2000, oui, c'est ça, hein, 2000, 2017, quelque chose comme ça, où j'ai perdu une première fois donc 7-8 kilos en 15 jours, 3 semaines. Donc là, j'ai eu bah, des anti-inflammatoires assez classiques, puisque les spasfons, enfin tous ces médicaments-là, anti, spasmodiques, ne marchaient pas du tout. De toute façon, je crois qu'ils n'ont jamais vraiment marché. Et puis, cette crise, en fait, s'est répétée quelques mois plus tard. Alors, mais là, la différence, c'était vraiment qu'il y avait une très grande fatigue. Enfin, il y avait vraiment plusieurs signes où je me disais, bon, quand même, il y a un souci. Et vraiment, cette apathie est quand même assez symptomatique
de la maladie de Crohn, c'est-à-dire que forcément, du coup, on a un problème au niveau nutritionnel, au niveau voilà, de notre corps qui n'arrive pas à se nourrir correctement et donc qui prend pas les forces suffisantes. Et donc, il y a une fatigue quand même assez voilà, lancinante, ce qui normalement ne me ressemble pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pas forcément dormir, c'est ouais, une fatigue du corps. Et puis aussi, j'avais remarqué que je cicatrisais, c'est aussi des manifestations que je cicatrisais beaucoup moins bien que d'habitude. Enfin voilà, plein de petits indices qui me faisaient dire que bon, il y avait quand même quelque chose qui était installé en sommeil, en tout cas, même si j'avais pas toujours des crises violentes. Mmh, ouais. Voilà, donc finalement, j'ai un petit peu insisté auprès de mon médecin généraliste, qui lui, toujours pareil, hein, il voyait des crises, je sais plus comment on appelle ça, donc des crises du côlon, enfin, toujours pareil, de stress chronique. Donc il me dit de me détendre un petit peu, quoi, ça va. Et bon, je suis quand même pas très douillette, hein, mais voilà, j'ai insisté. Il y a eu une deuxième crise après, oui, quand même, il y a eu une deuxième crise où là, je crois que ça devait être 10 kilos. C'est fou parce que j'oublie même certains détails. Ça devait être 10 kilos, pareil, en 3 semaines, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et là, oui, là, par contre, bon, la maladie de Crohn, hein, ça se caractérise évidemment surtout par les inflammations intestinales et donc des diarrhées très importantes, très fréquentes et qui, après, sont douloureuses. Vraiment, même en termes de spasme, je pense que c'est pire, c'est une douleur énorme. Et là, en fait, par rapport au sel, enfin voilà, à ma fréquence pour aller aux toilettes, etc., on a vu quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très, 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 très net. Ouais, j'avais du sang, il y avait, enfin, voilà, il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas du tout. Donc, j'ai fini par insister pour faire une IRM ou un scanner, enfin, aller voir quand même un petit peu plus loin. Et donc, mon médecin généraliste a accepté. Je lui ai parlé de la maladie de Crohn, hein, j'avais fait un petit peu mon enquête. Évidemment, il m'a dit que pas du tout, qu'il fallait que j'arrête de regarder sur Internet. Et il a accepté de me faire des examens complémentaires uniquement parce que ma mère a eu plusieurs cancers du sein, de multiples cancers du sein et assez jeune. Elle est toujours là. Euh, et donc voilà, j'ai un petit peu joué là-dessus, on va dire, en disant que du coup, j'étais un peu angoissée par rapport à ce terrain héréditaire, etc. Donc il a dit, bah ok, bon, on va vous faire une écho comme ça, une écho et un scanner comme ça ira mieux. Voilà. Et donc ouais, j'ai fait l'écho et le scanner, pardon, et l'IRM. Et donc il s'est révélé qu'en fait j'avais 35 centimètres de la partie de bas de l'intestin, donc ce qu'on appelle l'iléon, qui était nécrosé. Donc Aïe, forcément, aïe, ça aïe. posait des petits soucis. Et puis surtout que j'avais des ulcérations multiples, en fait, des micro-ulcères tout le long, en fait, du tube digestif intestinal, ce qui a été confirmé après par, du coup, une coloscopie. Voilà, qui montrait que c'était un petit peu rouge tout ça, noir en bas et rouge un peu partout. Voilà, donc là, le diagnostic a vraiment été posé. Oui, tu as quand même vécu une réelle errance médicale et tu as poussé en fait, bon, ton médecin à creuser un petit peu plus loin, mais sinon, il serait resté un peu en surface. Ah bah oui, oui, bah après, bon, il s'est excusé hein, quand même, hein, il est à la retraite aujourd'hui, ce monsieur. Euh, mais oui, ben, souvent, en fait, c'est ça. Et alors, je me demande même si ça n'a pas été assimilé aussi à une pathologie, on va dire, féminine. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce sous-entendu derrière que bah forcément, avec mon rythme de vie, tous mes enfants là un petit peu partout, éventuellement ceux du conjoint avec lequel aussi j'habitais à l'époque, etc., que bah ben forcément, j'avais un rythme de vie de dingue et que je me prenais trop la tête, des enfants ados, etc. Et que donc c'était presque logique que j'ai mal au ventre. Il fallait que je me détende un peu, quoi. Et je me demande si c'est pas finalement quelque chose qu'on dit de prime abord à pas mal de personnes qui souffrent justement de pathologies comme ça,
de souffrance intestinale. Oui, parce que le ventre, hein, c'est le siège émotionnel aussi, hein. Ben oui. Et comment tu as réagi lorsque tu as reçu finalement le diagnostic de la maladie de Crohn? Ben, j'étais plutôt contente de me dire que j'avais raison. Mmh. Et puis bon, de toute façon, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'était vraiment la seule maladie que j'avais identifiée pour moi la plus proche par rapport à ce que je ressentais. Et même si j'ai joué la carte cancer, entre guillemets, je pensais pas du tout en fait avoir une tumeur ou quelque chose. Donc j'étais pas angoissée en fait. Je voulais juste savoir, et finalement ça a été presque un soulagement d'avoir ce diagnostic de poser. Et ça a eu quel impact, sur ta vie à ce moment-là? Bah, l'impact, c'est que, alors, il me semble que quand j'avais fait le scanner, j'étais déjà en pleine crise, j'avais eu une autre crise. Et donc, du coup, ben, il y a eu des médicaments qui ont été très rapidement prescrits. Donc, c'était tout ce qui était des corticoïdes, donc assez enfin, très fort même. Mais bon, moi, j'ai jamais été très médicament, enfin, pas du tout même. Mais là, vu la douleur, en fait, il y avait que ça qui me calmait. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris les médicaments, et quand j'ai vu qu'effectivement, en un quart d'heure, l'effet que ça avait, enfin, un effet boost assez incroyable, c'était quand même, ça faisait du bien, hein, parce que quand on a mal et que, enfin, on appréhende d'aller aux toilettes, qu'on ne peut plus respirer quand on a des crises, tellement les douleurs sont intenses, etc. Bon, c'est quand même très pesant, enfin, quotidiennement, hein. Euh, mais après, très vite, je me suis dit, enfin, si ça fait un tel effet, c'est que ça doit être quand même, enfin, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas un traitement anodin. Mais voilà, la première fois, je me suis pliée, on va dire, à la prescription du médecin jusqu'à ce que j'ai une autre crise. Un an ou un an et demi après, quelque chose comme ça, qui a été cette fois beaucoup plus violente. Après, sur ma vie, ça n'a pas impacté grand-chose, puisqu'en fait, une fois que j'avais fini le traitement, j'arrêtais les médicaments, toujours cette forme de scepticisme envers les médicaments. Et finalement, j'avais pas changé. Je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais. Ouais, j'avais regardé un petit peu. Je faisais un peu plus attention, mais j'avais rien changé en fait dans ma vie. J'attendais un peu. Je sais pas trop. Je savais pas trop comment ça allait se poursuivre, etc. Alors, c'est à quel moment que tu as pris conscience, bah, de ta situation vraiment à 2 doigts de la mort, hein, presque, hein? Puisque l'année suivante, il me semble que tu as fait une grosse crise, comme tu disais, qui t'a amené en urgence. C'est ça, hein? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Bah, alors, donc en 2020, donc Mmh. on était au tout début du Covid et du confinement, donc une espèce de panique. Et moi, en parallèle, bah, j'ai eu, pareil, un bouleversement, on va dire, dans ma vie, enfin plutôt émotionnel, dont j'ai peut-être pas pris l'ampleur tout de suite, qui a fait que du coup, j'ai un petit peu moins mangé pendant cette période. Là, puis un peu plus de café. Enfin voilà, d'un point de vue nutritionnel, on va dire, j'ai pas trop fait attention à moi, j'ai pas beaucoup dormi. Et en fait, mon état s'est dégradé très rapidement, sans que je puisse vraiment m'en rendre compte, puisque j'ai perdu 12 kilos en 3 semaines, et surtout un état de faiblesse et de douleur qui était considérable. J'ai appelé une première fois en fait le SAMU, mais bah, voilà, on était vraiment au tout début, c'était au mois de mars, mi-mars. Donc c'était vraiment la panique, où ils m'ont dit de voir avec mon médecin traitant pour ma petite gastro. Et après, sur la dernière semaine avant d'être hospitalisée, j'étais à un tel point qu'en fait mon médecin m'appelait tous les jours parce que je pouvais plus me déplacer, pour me dire de prendre en alternance de l'eau sucrée et de l'eau salée. Ah oui. Et une semaine après donc ce premier appel au SAMU, j'ai rappelé une nouvelle fois le SAMU. Donc en pleine nuit, j'ai eu une espèce de sortie de corps, où je sais pas, enfin ouais, je me suis vue un petit peu au-dessus de moi. J'étais dans un état vraiment second. Et quand j'ai repris un petit peu conscience, je me suis dit, bon là,
là, il faut que tu appelles parce que là, enfin, j'ai eu peur, en fait, hein, voilà. Et donc, j'ai été hospitalisée. Donc, j'étais à 7,4 de tension. Donc forcément, c'est pour ça que j'étais pas très en forme. Forcément, j'étais dénutrie de partout. On se demandait même comment je pouvais encore me lever. Je me suis rendu compte de mon état, parce qu'on venait voir, en fait, on venait vérifier mes constantes tous les quarts d'heure. Je me suis dit que, bon, effectivement, quand même, j'étais pas très en forme. J'ai eu 2 transfusions sanguines. Voilà. Et quand j'ai repris petit à petit, finalement, mon possession de mon esprit et de mon corps, donc au bout de, je sais pas, du 5e ou 6e jour d'hospitalisation, ben là, il y a eu vraiment, on va dire, un déclencheur, enfin quelque chose de très fort où je me suis vue dans cette chambre d'hôpital. Euh, Avec une colocation un peu, enfin voilà, vraiment dans un état lamentable. Et puis là, je me suis dit, mais attends, enfin, qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est pas possible, quoi. Et j'ai eu vraiment cette phrase en me disant, il n'y a plus rien ni personne qui t'amènera à cet état-là. Voilà. Et ça a été vraiment un déclencheur très, très puissant, en fait, pour moi. Mmh. Et alors du coup, comment as-tu réussi à reprendre le contrôle de ton bien-être et de ta santé? Parce que ça a été le moment, Alors, le point, déclencheur quand tu étais à l'hôpital? il y a eu vraiment, oui, donc ce point déclencheur de remise en question. Et puis, alors, j'ai eu de la chance, entre guillemets, puisque ça arrivait pendant le Covid. Donc, j'ai eu ce temps d'introspection, en fait, pour moi, puisqu'à l'époque, j'étais consultante en recrutement. Et donc, évidemment, mon activité a été au point mort, hein. Donc, il y a eu vraiment une reprise d'une repossession de mon corps, de mon esprit et de mon mental. Il y a vraiment ces 3 états-là, en fait, pour moi et de mon cœur, où je me suis vraiment demandé quand est-ce que j'avais eu ces crises, à quoi ça correspondait à chaque fois. J'avais déjà des petits doutes quand même que c'était lié plus ou moins aux côtés de la mère, de la culpabilité, de traumatisme, hein. On sait très bien que ce qu'on a dans le ventre, souvent c'est des choses enfin, voilà, ce qu'on n'exprime pas de toute façon à un moment donné va, va se nécroser à l'intérieur de nous. Le ventre, c'est évidemment les émotions, c'est lié aussi à la maternité, à la sexualité. Enfin, voilà, il y a un côté très féminin aussi qui est très important. Donc, je me suis vraiment posé toutes ces questions-là, tout en refusant le traitement classique, on va dire, proposé par mon gastro-entérologue qui, lui, voulait me faire un traitement à base de TNS, il me semble. Enfin, c'était des seringues, une piqûre hebdomadaire, avec peu de recul, hein, des résultats a priori sympathiques, et en me disant que ben, si de toute façon je faisais pas ça, dans 2 ou 3 ans, c'était l'opération, puisque ça allait évidemment continuer à se développer. J'ai vraiment refusé en fait cette espèce de diagnostic posé. J'ai dans un premier temps suivi quand même les préconisations alimentaires, parce qu'il fallait vraiment que je reconstitue ma flore intestinale qui avait été dévastée. Donc sur le premier mois, j'ai vraiment retiré toute la partie légumes et tout. J'étais sur peu de gluten. Enfin voilà, j'avais vraiment suivi les prescriptions. Et après, j'ai fait vraiment un travail, on va dire, multidimensionnel. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, maintenant, en fait, tu écoutes ton cœur, ton corps et ton esprit. Et il y a eu vraiment cette reprise de ma santé à tous ces niveaux, à tous ces niveaux-là, sans me restreindre nulle part, en fait. C'est ça qui est vraiment important. C'est que je continue à manger absolument tout ce que je veux. Euh, donc, Ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est ton approche, globale de ton mieux-être aujourd'hui, hein, allant bien au-delà des stratégies alimentaires habituellement, mises en avant, et ton parcours vers la rémission met en lumière l'importance cruciale de la guérison émotionnelle. Parce que toi, tu t'es attaqué aux racines profondes de ta maladie. c'est ça. Tu as mentionné des traumatismes passés. Euh,
Peux-tu nous dire comment tu as entrepris ce chemin de confrontation et de guérison des agressions, enfin, on va dire des traumatismes subis et du coup son impact sur ta santé globale? Et je me suis toujours quand même beaucoup intéressée à qu'est-ce qui fait ce que l'on est, ce que l'on devient, comment on pense, etc. Ouais, j'ai un côté un peu HPI hypersensible qui fait que... Donc, et finalement, là, ça m'a aidé parce que j'ai vraiment essayé de relier en fait tous ces points là. Donc, je suis allée un petit peu m'intéresser à tout ce côté de blessures, toutes les blessures qu'on peut chacun subir, toutes ces mémoires transgénérationnelles, mémoires cellulaires, etc. Et je me suis beaucoup intéressée à la méditation et à l'hypnose et j'ai réussi en fait à faire vraiment mon auto-hypnose à partir de tout ce que j'avais pu regarder et à faire vraiment ce voyage vers mon enfant intérieur. Enfin, c'était quelque chose d'assez puissant où vraiment je suis allée reparler à cette petite fille que j'étais. Donc j'avais 7-8 ans, qui était quelqu'un de très curieuse, un profond sens de la justice, joyeuse. Et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé à un moment donné. Et donc évidemment, hein, c'est plusieurs agressions sexuelles, enfin même des viols. Et c'est cette espèce de, de, de traumatisme récurrent jusqu'à mes 20 ans, à peu près, d'hypersexualisation de mon image que moi, je voulais pas du tout, en fait. Enfin, voilà. Et donc, de culpabilité, forcément, parce que moi, jusqu'à très récemment, finalement, jusqu'à ce que je guérisse, je me dis que finalement, si jamais j'avais eu autant d'agressions et que on se méprenait de temps sur qui j'étais, c'est que finalement, je devais quand même le chercher. Voilà. Bon, à 8 ans, hein, voilà. Mmh. Et donc, je suis vraiment allée parler à ce petit enfant intérieur avec mes paroles d'adulte et de la consoler. Enfin, voilà, c'était un moment assez important. Euh, qui m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que je suis passée de vraiment, j'ai accepté mon statut, on va dire, de victime, mais sans pour autant me morfondre, en fait. Voilà, bon, non, en fait, t'es juste une victime, point, de toutes ces agressions, qu'elles soient verbales, physiques, enfin, sociétales aussi, hein, quand même, hein, parce que je suis très, très loin d'être la seule. Euh, et maintenant, qu'est-ce que tu en fais en fait? Finalement, ça a fait aussi ce que tu es aujourd'hui et qui a fait que j'ai peut-être une force que d'autres n'ont pas. Donc, je l'ai vraiment transformé en fait en force et pas en espèce de malédiction. Ah, mais tu peux pas comprendre. Enfin, voilà. Donc, victime, mais pas victimisation. Je cherche un petit peu. Et puis aussi par rapport à tout cet héritage émotionnel qu'on a de nos parents et notamment de nos mères, de nos grands-mères, avec toutes ces injonctions de qui on doit être, de comment on doit être, qui persistent encore aujourd'hui malheureusement, qui tendent même à s'accentuer sur la génération des 25-34 ans. Je regarde ça parce que je fais une étude là-dessus par rapport à mon travail justement et que je trouve dramatique. Et je pense que beaucoup de femmes, en fait, ont des maladies ou des traumatismes liés à ces injonctions par rapport à la femme. Voilà. Et moi, Mmh. tout ça, je m'en suis débarrassée, en fait. Je me suis dit, non, c'est bon, laissez-moi tranquille maintenant. Je schématise, hein, derrière, il y a eu la formation à la PNL, psychologie positive, communication non violente, les accords Toltec, enfin bon, j'ai quand même tout épluché pour, euh, pour prendre en fait ce qui m'intéressait, ce qui me parlait, ce qui me permettait de me libérer. Et donc tu pratiques ces techniques dans ton quotidien. Mm. Comment ça se passe au niveau de tes symptômes, hein? Au niveau de l'évolution Mais de j'en tes ai plus. symptômes? Ah oui, d'accord. Je fais officiellement partie de la liste de ceux qui sont guéris de la maladie de Crohn, puisque j'ai fait une coloscopie il y a un peu plus d'un an maintenant, et je n'ai plus rien. Alors, ce qui est nécrosé est nécrosé.
bien sûr. Ça, je n'ai plus d'ulcère, je n'ai plus. Enfin, c'est terminé. Même voilà, pour aller sur des détails de la vie quotidienne, mes selles sont normales, d'une fréquence normale. Enfin, j'ai absolument plus rien et tout en veillant quand même. Alors, à une alimentation que je restreins pas du tout, mais il y a cette part, on va dire, intuitive, encore une fois, et d'écoute de mon corps, qui fait que je peux manger absolument ce que je veux, et que si jamais à un moment donné, ben, c'est en trop grande quantité, on peut être sur du gluten, mais aussi du gras, enfin, tout ce qui finalement est de toute façon négatif pour le corps. Bah, quasiment pour tous. Voilà. Le sucre, bon, ça va, moi j'ai de la chance, j'aime pas ça. Donc, euh, mais voilà, à un moment donné, mon corps, il va me dire, ah bah non, ça, il faut que tu arrêtes. Comme la viande, je mange peu de viande, surtout la viande rouge, mais c'est même pas par conviction idéologique, c'est vraiment parce que j'ai senti qu'il fallait pas que je mange trop de viande rouge. Mais par contre, ouais, j'ai aucun problème à me faire plaisir et ça n'aura aucun impact derrière sur ma digestion. Et d'ailleurs, là, bah, je t'en avais un petit peu parlé, hein, il y a 5-6 mois, j'ai eu un changement total de vie, une séparation avec mon compagnon, déménagement, ouais, je me retrouve dans un nouveau lieu, site internet piraté, réseaux sociaux piratés, enfin, j'ai eu la totale, ma mère à nouveau malade, enfin, vraiment la totale. En temps normal, bah, Crohn, là, m'aurait attrapé bien comme il faut. Et je n'ai eu absolument, mais aucun symptôme, mais aucun. J'avais même un peu cette appréhension, j'avoue, hein, en me disant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai quand même, de fait, perdu du poids, voilà, par rapport aux préoccupations quand même du moment. Donc j'ai eu une petite appréhension et je n'ai absolument rien, 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 rien eu, quoi. Donc pour moi, c'était quand même une grande victoire. Ah, c'est clair. C'est clair parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où la rémission des maladies chroniques est souvent envisagée, en tout cas sous l'angle de la nutrition, des traitements médicamenteux et ton histoire, elle offre quand même une perspective nouvelle et profondément, je dirais nécessaire sur l'influence de l'état émotionnel et mental Bien sûr. dans le processus de guérison physique. Et ta capacité à surmonter quand même, hein, une forme sévère de Crohn, en s'adressant, aussi à tes blessures émotionnelles, bah, ça m'a profondément touchée et convaincue, en fait, de l'importance de partager, ton témoignage. Parce que, oui, tu es quand même la preuve, vivante qu'on peut sortir, en tout cas, mettre en dormance tout ce qu'on tout ce qu'on peut se dire, si on n'aime pas le mot Oui, guérison, mais bien en tout cas sûr, mettre hein, en dormance la maladie, grâce à des techniques, spécifiques pour, créer une hygiène émotionnelle que tu utilises, j'imagine encore. Oui, voilà, c'est ça. C'est tu poursuis ton Ah chemin, ben oui, oui, oui. Après, il y a des dérives, hein, évidemment, hein, mais je pense vraiment, en fait, ce que m'a apporté cette maladie et cette hospitalisation, enfin, la gravité de mon état. On sait très bien que malheureusement, souvent, il faut des chocs importants qui nous concernent ou qui vont concerner un entourage proche pour qu'il y ait ce déclic. Et en fait, si jamais justement cet enregistrement peut servir à quelque chose, ça serait vraiment ça que j'aimerais, c'est d'éviter à certaines personnes d'aller jusqu'au bout de ce process qui est quand même violent, hein, et impactant, mais de vraiment comprendre que c'est tout un écosystème en fait qui nous fait être, qui conduit à la maladie, hein, la maladie. Bon, je pense que ceux qui t'écoutent quand même au moins sont sensibilisés à cette partie-là. Que après, c'est vraiment un point de vue qui est tout personnel, mais que effectivement, le volet nutritionnel est important, mais pour moi, ne fait que, comme tu dis, de permettre de mettre en sommeil certains aspects d'une maladie, mais ne la règle pas. C'est-à-dire qu'il permet de diminuer. Voilà, j'ai évoqué un ami qui a la maladie cœliaque, qui du coup a effectivement éliminé toute trace de gluten, qui va très bien. Mais pour moi, là, on est plus dans le mental, parce que pour lui, tout va bien.
mais il n'a pas réglé cette maladie, en fait. Il n'est pas guéri, puisque si jamais il reprend du gluten, bah, enfin, ouais, il a par erreur un peu fait. Et bon, bah, ça a été dramatique. Donc, pour moi, il y a vraiment cet écosystème. Voilà, comme je te disais, hein, la santé, pour moi, c'est le volet physique, dont le volet effectivement nutritionnel, et aussi le sport, prendre soin de soi, de sa santé physique. L'importance aussi, hein, de la flore intestinale, on le voit de plus en plus, mais bon, c'est capital, hein. On dit même aujourd'hui que c'est le ventre qui influence le cerveau plutôt que l'inverse. Donc il y a vraiment ça qui est très important. Et c'est aussi pour moi la santé, c'est la santé aussi émotionnelle et psychologique. Et si jamais il n'y a pas un travail qui est fait sur ces deux volets-là, euh, ben, pour moi, la guérison relève avant tout du mental et du contrôle, et non pas de la véritable élévation, on va dire, et connaissance de soi. Ouais, je suis complètement d'accord, hein. Pour vraiment aller sur un mieux-être optimal, c'est important d'aller visiter toutes ces parts de soi et notamment, ces petites, sphères mentales et émotionnelles. Souvent, Mm, on mm. se met beaucoup d'œillères quand, il s'agit d'émotionnel. On n'a pas envie d'aller les visiter, ces différents traumatismes ou ces émotions qui n'ont pas été libérées et c'est vrai que si on passe pas par là, on peut pas considérablement améliorer son bien-être. Non, et puis quel dommage, parce que comme tu dis on peut pas les libérer, mais quelle libération quand on a fait ce travail-là, hein. Enfin, c'est vraiment, on a un shift, on a vraiment une reprogrammation de nous, en fait. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Mais effectivement, il faut faire ce travail qui peut passer c'est bien se faire accompagner par des thérapeutes ou des coachs ou des psys, enfin voilà, chacun finalement aller prendre en fait ce qui nous parle, ce qui résonne en nous, et peut-être sur le plus urgent. Voilà, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment, si jamais je m'interroge un peu, qu'est-ce qui me pèse le plus? Qu'est-ce qui fait que je peux pas être moi, que je me sens frustrée, voilà. Et puis, je pense que c'est essentiel, parce qu'on voit que la santé mentale des gens et des Français notamment ne fait que se dégrader. Euh, et malheureusement, j'ai peur que si jamais il n'y a effectivement pas cette prise de conscience, mais même dès l'enfance, hein, on n'apprend jamais à l'école justement comment gérer ses émotions, à prendre confiance en soi, etc. euh, ben, malheureusement, on ne réglera pas les soucis. C'est pas en allant faire du sport une fois par semaine, ou en faisant une séance de yoga 2 fois par mois, qu'on va régler nos problèmes. C'est déjà bien, on prend un peu de temps pour soi, mais on ne prend pas de temps en soi, en fait. Voilà. Oui, d'où la place de la responsabilisation et de l'autonomie, hem, Exactement. de son bien-être. La C'est ça. responsabilisation, être vraiment acteur, actrice de sa santé, de son bien-être. Ouais, ça C'est c'est ça. Voilà. important Tout d'en à avoir fait. conscience. Merci, Nadège. Comment on peut te C'est à toi. contacter? Alors, on peut me contacter sur mon LinkedIn, évidemment. Donc, il y a la page Richesse humaine, mais aussi Nadège Gorek, qui est ma page personnelle. Et aussi sur Instagram, il y a aussi un compte, donc Richesse humaine, et mon site internet, richesse-du-6 humaine.com. Voilà. Super. Je mettrai toutes les informations en Merci beaucoup. description. Merci énormément Nadège pour, ton partage, Je t'en prie, transparent, Caroline. authentique. Je t'embrasse, merci. Merci à toi. Au revoir.